Bonsoir et merci de la fidélité sur la télévision Océan Pacifique. Très heureux de vous retrouver pour le compte de Tête à Tête. Salutations à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant à travers toute la ville de Mbujimayi et tout le Kasaï oriental. Bienvenue dans Tête à Tête. Nous parlons aujourd'hui encore une fois du gouverneur Jean-Moïse Mouteba. Comme vous le savez très bien, depuis le 10 avril dernier, l'autorité provinciale totalisait un an depuis son élection comme gouverneur de cette province. Et depuis, il avait fait son bilan qu'il avait qualifié de largement positif, une autosatisfaction par rapport à ce qui est fait jusqu'ici. Mais plusieurs critiques ont été émises par des structures de la société civile, par des politiques, par des partis politiques de l'opposition pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié d'inaction de l'exécutif provincial depuis la mise en place de nouvelles institutions provinciales. Et jeudi passé, nous avions reçu sur ce plateau un membre du collectif Sauvons le Kasaï oriental. Comme vous pouvez bien vous le rappeler, ce regroupement des structures de la société civile, parmi lesquelles la Lucha, Itisnao, la DJLD, des associations sans but lucratif qui, depuis un moment, réclament à corps et à cri le départ de Jean-Moïse Mouteba de la tête du Kasaï oriental. Donc notre invité de jeudi passé avait allégué un certain nombre de choses pour étayer leur théorie, pour démontrer pourquoi il souhaite que le gouverneur du Kasaï oriental démissionne ou soit tout simplement démis de ses fonctions par les députés et laisse son fauteuil à quelqu'un d'autre. Et ce jeudi, sur ce plateau de Tête à Tête, nous allons entendre un autre son de cloche. Nous allons recevoir un proche du gouverneur de province. Il s'agit de son directeur de cabinet adjoint en charge de matières techniques, administratives et affaires coutumières. C'est quelqu'un qui est très connu sur la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. Bâtonnier Baudouin Tchoni est avec nous sur ce plateau. Bâtonnier, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. C'est un grand honneur de vous recevoir sur le plateau de Tête à Tête. Nous espérons que vous vous portez bien. Je me porte bien et à merveille et je suis aussi très flatté d'être invité chez vous aujourd'hui. Voilà, le plaisir est partagé. Et là, nous vous voyons avec un masque. C'est parmi les recommandations en cette période où le monde, et plus particulièrement la République démocratique du Congo, lutte contre le coronavirus. Il faut notamment avoir son masque pour éviter d'être contaminé. Et nous avons, nous, cet honneur de vous avoir sur ce plateau parce qu'évidemment, nous allons commencer par là, parce que la population se pose un certain nombre de questions par rapport à comment s'organise la riposte au niveau du Kasaï oriental. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Est-Kassaïens peuvent retenir de tout ce qui a été mis en place par Jean-Moïse Mouteba et son équipe gouvernementale pour éviter que le coronavirus ne puisse entrer en province? Je suis très ravi et par la façon dont vous venez d'introduire votre émission, réellement très flatté parce que la première des choses pour tout journaliste qui se connaît, c'est de recourir à la source. Souvent, les gens prennent l'information sur l'État, sans recourir à la source. Et c'est ainsi qu'on véhicule souvent de mauvaises informations. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jean-Moïse Mouteba, dès qu'il y a eu annonce des premiers cas de coronavirus qui est arrivé à Kinshasa le 10 mars, il a pris le 30 mars un arrêté portant application des mesures que nous appelons les mesures barrières. Et il a répercuté les dispositions prises par les chefs de l'État. Et pour bien les répercuter, il fallait qu'ils prennent un arrêté, et je vais même vous donner le numéro de l'arrêté. C'est l'arrêté provincial numéro 01/009/CAB Progou Cahors 2020 du 30 mars 2020 portant dispositions pratiques d'exécution des mesures de riposte contre la propagation de la pandémie Covid-19 au Kasaï oriental. Il a pris cet arrêté. Il ne s'est pas arrêté seulement à l'arrêté. En plus de cet arrêté, il ne s'est pas arrêté tout simplement aux mesures
à l'exécution des mesures, mais il a pris aussi un deuxième arrêté qui porte institution du comité provincial de crise pour la riposte contre le coronavirus. Et dans cet arrêté, il a institué un comité de crise, et le comité de crise qui a des organes. Parmi les organes, nous avons d'abord les premiers organes, c'est la coordination, il y a le secrétariat technique comme deuxième organe, il y a la commission de la surveillance épidémiologique, la commission des prises en charge médicale, la commission logistique, la commission chargée de la communication, la commission chargée de l'hygiène et assainissement. Alors c'est pour vous dire qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la province soit épargnée. Et nous rendons gloire à Dieu parce que jusqu'à ce jour, dans notre province, il n'y a aucun cas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit qui avait circulé. D'abord, à commencer par les cas qui étaient arrivés sur un vol de Congo Airways, qui est arrivé à Kinshasa et à bord duquel on avait supposé qu'il y avait 2 cas qu'on avait retrouvés. Et les bruits avaient couru que ces vols étaient passés par Mbujimaï, alors que c'était le contraire. Et les gens ont commencé à paniquer. Il a pris ces dispositions-là on a surveillé, on a interrogé RVA, on a trouvé que ces vols-là n'étaient pas passés par Mbujimaï. En plus de cela, il y a eu aussi un autre cas d'une dame qui a séjourné ici à Mbujimaï. De retour à Kinshasa, 2 ou 3 jours après, elle est décédée et c'est sa famille qui a communiqué qu'elle venait de décéder des suites de la pandémie coronavirus. Et monsieur le gouverneur de province a pris toutes les dispositions pour mettre les familles qui étaient en contact avec cette maman-là en quarantaine. Après 14 jours, il a trouvé que ce n'était pas satisfaisant. Chez eux à la maison? Chez eux à la maison. En famille. En famille, chez eux à la maison. Est-ce qu'ils étaient surveillés? Surveillés chaque jour. Et non seulement surveillés, mais aussi appuyés en nourriture. Chaque jour. Et après, en plus de cela, on a dû même désinfecter l'hôtel où elle logeait. On a désinfecté l'hôtel, on a pris toutes les dispositions. Et cet hôtel, jusqu'à aujourd'hui, est encore fermé. Il a pris toutes ces dispositions-là. Il y a eu des cas d'infiltration. Et tous les cas d'infiltration sont toujours surveillés. Voilà qu'en cela, maintenant, il est allé au-delà. Parce qu'il a placé maintenant des lave-mains. Et je crois que vous avez même vu ça à la télévision. Nous avons vu le gouverneur en train lui-même de placer ses lave-mains. De placer les lave-mains. Non seulement en Mbujimaï, mais aussi à l'intérieur du Kasaï oriental. Mais je voudrais, monsieur le bâtonnier, revenir sur d'abord le premier arrêté portant mesures d'accompagnement de l'état d'urgence, si je peux prendre ce raccourci. Oui. L'autorité provinciale a notamment interdit les rassemblements. L'autorité provinciale a notamment interdit le transport de plus d'une personne sur une moto. C'est entre autres les mesures qui ont été prises. Mais aujourd'hui, en passant sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, je ne sais pas si vous vous êtes rendu aussi compte qu'il y avait quand même déjà dans la cour du gouvernorat, il y a depuis 2-3 jours, beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils viennent réclamer quoi, ça c'est de 1, de 2. En face du gouvernorat à la mairie, on remarque des attroupements de plus de 50 personnes. À 100 mètres du gouvernorat, il y a des banques commerciales qui payent les fonctionnaires de l'État. On se rend compte que ces banques n'ont pris aucune mesure de distanciation sociale. Il y a toujours des attroupements. Et curieusement, personne n'en parle. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, comme pensent certains Est-Kassaïens, que ces mesures ne sont restées que sur papier et que sur le terrain, il n'y a pas de suivi pour que la population puisse les respecter véritablement? Le suivi, il y en a. Et qui fait le suivi? Nous avons la police. Il y a la police, il y a la mairie. Chacun, ce qui les concerne, a son travail à faire. Mais l'homme reste homme. Et surtout, comme nous les constatons, surtout chez nous, au Congo, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous comprenez que le nombre ne fait que monter à Kinshasa. Et même ici chez nous, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il soit à seulement une seule personne sur la moto, les gens ne savent pas les respecter. Et quand on les arrête, ça devient
une tracasserie. Une tracasserie. Alors, tout cela, c'est... L'homme est complexe et est compliqué. Mais disciplinez-le, disciplinez Oui, cet homme oui, kassaïen, mais c'est ça. parce que c'est dans vos prérogatives. Tout à fait, oui. Comme Quand on voudrait discipliner, les bruits courent de gauche à droite. Lorsqu'on surprend 2 personnes sur la moto, ça devient un problème. Hein? Et lorsqu'ils sont arrêtés, ça devient le problème du gouverneur de province. Alors que c'est l'application de ces mesures-là. Vous savez que on le fait, mais de toutes les façons, quand l'homme exagère, on sait qu'on va aller jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont le faire. Vous parlez de ce que vous appelez attroupement autour du gouvernorat de province. Dans l'enceinte de la ce n'est pas un attroupement gratuit. C'est un attroupement, ce n'est pas un attroupement gratuit comme je viens de le dire. Ce sont les gens qui viennent pour toucher leur salaire. Alors, vous comprenez maintenant quand les gens viennent, et pas plus tard qu'on leur donne des jetons, on leur demande d'être distancés pour respecter cette mesure, la barrière de la distanciation sociale. Mais vous voyez toujours les hommes qui préfèrent se rapprocher. Mais pourquoi ne pas organiser 2-3 guichets pour leur permettre de ne pas Il n'y a pas un seul. Hein? Il y a à peu près 3 ou 4 agents payeurs. C'est le comportement de l'homme qui dépasse tout entendement. Le comportement de l'homme et surtout l'homme kassaïen. Son comportement dépasse tout entendement. Moi, personnellement, j'ai interpellé un conducteur d'une moto. Il n'y a pas 2 jours. J'ai dit, mais maintenant, tu as 2 personnes sur la moto. Si on t'arrête maintenant, tu vas dire la police. Mais tu sais la réponse qu'il m'avait donnée? Cette personne est malade. Il faut qu'elle soit tenue par celle qui est derrière. Vrai ou faux, je ne sais pas. Voilà. Mais toutefois, combien de fois veillez quand même à ce que ces attroupements ne puissent pas se répéter, parce qu'évidemment, nous avons plusieurs images, ça date, hein, depuis que cette mesure a été prise par l'autorité. Je ne parle pas seulement de la cour du gouvernorat, parce que le gouvernorat c'est quand même très récent, mais surtout les banques qui sont tout autour du gouvernorat, qui ne sont pas loin de la mairie de Mbujimayi. On se rend bien compte qu'il y a toujours ces attroupements, foulant aux pieds ainsi toutes ces mesures qui sont prises et par le président de la République et par vous qui êtes exécutif provincial. En quelque sorte, votre silence peut être interprété comme une complicité. Nous ne gardons pas le silence. Si moi je peux vous dire que toutefois que nous constatons, nous appelons celui qui doit assurer la surveillance de la ville, pour lui dire à tel endroit il y a ceci, à tel endroit il y a cela. Voilà. D'accord. Parlons un peu de cette distribution des fûts. Nous avons vu le gouverneur en train d'installer ses récipients à travers la ville d'abord, et ensuite il a fait une tournée à l'intérieur, profitant également pour sensibiliser la population quant à l'observation des mesures barrières. Mais est-ce que derrière, vous êtes rassuré que dans ces fûts, il y a de l'eau et du savon? Parce que, évidemment, nos reporters sont quand même passés, notamment au grand marché Bakwadianga, se sont rendus compte qu'il y a certains fûts, ça doit faire 2-3 jours, il n'y a pas d'eau. Qui doit s'assurer qu'il y ait de l'eau dans ces récipients et du savon pour que la population puisse assez régulièrement désinfecter les mains? À chaque endroit, on responsabilise quelqu'un. Si c'est dans un marché, c'est l'administrateur du marché qui est responsabilisé. Il a des moyens. Il y a des moyens que vous avez mis à leur disposition? Non, ou bien les recettes qui sont collectées? Nous leur avons dit, puisque les savons coûtent combien? Ça ne coûte absolument presque rien. Des recettes qu'ils les reçoivent, qu'ils achètent régulièrement le savon. Des recettes qu'ils les reçoivent, qu'ils puissent ravitailler ces filles-là d'eau. Mais comprenez que vous y arrivez, comme vous me le dites là, qu'on trouve des filles sans eau et il n'y a pas de savon. Alors, là, à qui la faute? Ça, ces gestionnaires-là. Notamment à vous également, parce que vous ne faites pas le suivi. Non, improviser une visite dans ces sites, vous vous rendrez compte que cette information, elle est vraie. D'ailleurs, nous avons même un reportage là-dessus, c'est le temps qui ne nous permet pas de le balancer. Mais improviser une visite, c'est ça aussi, faire le suivi. Parce que lorsque vous annoncez que vous allez sur le terrain, qu'est-ce que ces gens font? Ils puissent de l'eau, ils y mettent dedans, et dès que vous partez, c'est terminé.
Mais voilà, c'est ça la responsabilité. Je venais de le dire que l'homme... Qui vous incombe. Votre Non, responsabilité comme nous dirigeant. disons ceci. Notre responsabilité, nous avons fait ce qui nous est, ce qui est de notre pouvoir. Nous avons fourni ce qu'il faut. Nous avons donné les instructions. Mais maintenant, cet homme-là qui ne le fait pas. Si aujourd'hui vous apprenez qu'il est démis, les bruits vont courir, que voilà, on commence maintenant à chasser les gens parce que... Donc, nous voulons que si c'est une chaque révocation personne... irrégulière, il est normal que les gens puissent dénoncer. Si c'est de l'arbitraire, on peut dénoncer. Il faut que chaque personne prenne conscience. Notre souci est que chacun, là où il est, prenne conscience de ce qu'il doit faire et comment le faire. Puisque ce n'est pas seulement au marché, même en famille. Ça fait qu'il y a les gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas que c'est un risque. Qui se comportent comme ils se comportent. Qui ne savent même pas se laver les mains régulièrement. Ça coûte quoi se laver les mains régulièrement? Qui ne le font pas. Vous ne sensibilisez pas, vous, gouvernement provincial. Vous ne sensibilisez pas. Mais vous venez de le dire tout à l'heure, là, vous m'avez dit que le gouverneur est passé, il en a profité pour sensibiliser les gens. Et puis c'est tout. Mais il faut que lui chante chaque jour. Non, il faut... Non, il l'a fait. Il est gouverneur, il a tous les canaux pour communiquer régulièrement. Oui, les canaux, c'est lesquels? Quand nous les faisons, nous savons que maintenant, il y a l'administrateur des territoires qui va continuer à répercuter. Voilà comment ça s'est fait. Et quand ils nous font les rapports, c'est toujours nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais on ne sent pas on ne sent vraiment pas une stratégie coordonnée de sensibilisation de la population. Ça doit être une activité permanente, monsieur le bâtonnier, en cette période de pandémie. On se rend compte que c'est des sorties sporadiques. Non, là alors, je ne sais pas comprendre la chose. L'affaire de la sensibilisation, ce n'est pas l'affaire du seul gouverneur. Nous avons la société civile. Quel est le rôle de la société civile? C'est à des moments pareils où nous devons voir la société civile se mettre debout. Se mettre debout. Heureusement que moi, je l'ai constaté ce matin chez moi. Trop tôt matin, j'ai vu des jeunes gens venir pour sensibiliser. Il y a des structures qui les font déjà. Voilà, c'est qui ça. passent C'est ça de que porte j'ai dit. à porte. Il y a notamment la Croix-Rouge que nous félicitons d'ailleurs, qui a sensibilisé plus d'1 million de personnes avec plus de 1000 sensibilisateurs qui passent de porte à porte. C'est autant vous dire que ce n'est pas l'affaire du gouverneur seul, c'est notre affaire à nous tous. Il doit donner l'impulsion quand même. Oui, l'impulsion, il l'a déjà fait. Comme ces arrêtés, c'est quoi? C'est l'impulsion. C'est fournir les lave-mains de grandes capacités. C'est ça ce qu'il a fait. C'est ça l'impulsion. Il a donné l'impulsion. Maintenant, c'est comme partout au monde. Quand l'autorité donne l'impulsion, il faut que la suite, tout le monde s'arrange derrière cette impulsion. N'attendez pas que lui, chaque jour, il rentre pour reprendre la même chose. Non. Et quand les gens ne s'arrangent pas, ça accuse un manque de confiance en son autorité. Quand même. Non, ce n'est pas le manque de confiance en son autorité. Moi, je prends cela sur l'homme, sur l'homme, puisque nous avons l'homme qui doit être refait, transformé, oui. Voilà. Oui. Puisque, je ne sais pas si vous comprenez que jusqu'à ce jour, la mentalité de l'homme congolais ne change pas. Travailler là pour qu'elle change. Ne change pas. Oui, ce n'est pas un travail d'un jour. Là, vous avez raison. Alors, nous allons évoluer. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Oui. Ce n'est qu'une introduction concernant cette pandémie du coronavirus. Il y a un dernier aspect que je voudrais qu'on évoque autour de la riposte au Kasaï oriental. C'est le fonds de solidarité qui gère ce compte. Il y a déjà combien d'argent dedans? Et comment s'opèrent les décaissements pour évidemment lutter efficacement contre... Est-ce que la population contribue dans ce fonds de solidarité? Et si je peux vous dire que jusqu'à ce jour, il n'y a qu'une seule société qui a contribué. Jusqu'à ce jour, une seule qui a contribué. L'Assassim, vous dites? L'Assassim. Donc les 120 000 $ sont déjà versés. Oui, versés. C'est l'Assassim seul. C'est grâce à cet argent notamment que vous avez payé les motos et distribué aux administrateurs des territoires. Oui, entre autres. Maintenant, vous posez la question, qui gère? C'est l'autorité provinciale? Non, ce n'est pas l'autorité provinciale seule. Non. L'autorité provinciale s'est associée d'autres personnes. Puisqu'il faut qu'il y ait la transparence.
gère aux côtés de l'autorité provinciale le fonds de solidarité au Kasaï oriental? Il y a le directeur provincial de l'ANER qui est là, qui a la signature. Il y a le directeur provincial de la FEC qui a la signature. Donc, vous comprenez que c'est bien organisé. La FEC représente la société civile. Hein? L'ANER représente la sécurité. Alors, c'est pour vous dire que ne croyez pas que l'autorité provinciale est seule à gérer. Non, 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 non. Ça s'est fait dans l'ordre. Et les commissions que vous venez de citer tout à l'heure, enfin les commissions qui ont été mises en place par l'autorité provinciale dans le cadre de la riposte, sont-elles fonctionnelles sur terrain ou seulement sur papier? Les commissions sont fonctionnelles. Je vais vous donner les cas. Il n'y a pas longtemps, on avait eu une nouvelle que quelqu'un est arrivé sur la route de Kananga qui semblait être, qui avait une température très élevée. On a dépêché directement les comités de surveillance épidémiologique. Le comité est arrivé là-bas, on a récupéré le monsieur. Et comme je vous dis qu'il y a aussi les comités de prise en charge des malades, puisqu'il y a déjà un pavillon à l'hôtel d'Ipumba, bien aménagé. À l'hôpital d'Ipumba. À l'hôpital d'Ipumba, il y a un pavillon bien aménagé. Bien aménagé avec tout là-bas. Et même on a prévu pour l'électricité, on a même ajouté des panneaux solaires pour éviter qu'en cas de problème, qu'on ne dise pas qu'il y a un manque de courant. Nos indiscrétions nous apprennent quand même que ces commissions n'ont pas les moyens pour fonctionner normalement. Je parle notamment des moyens financiers. C'est vous qui le dites. Chaque commission a reçu les moyens qui conviennent selon les budgets établis. Et les budgets établis à combien pour le Kasaï oriental approximativement? Non, non, quand je dis le budget établi, c'est sur base de ce qu'on a, puisque quand on reçoit l'argent, on va se dire dans cet argent, qu'est-ce que nous devons faire? Telle commission doit recevoir combien? Tel groupe doit recevoir combien? Même ceux qui sont chargés de ce que nous appelons les membres de l'hygiène des frontières, ils les reçoivent, leurs collations, chaque semaine. Voilà, pour clore complètement cette introduction. Mais ce n'est pas à moi de dire ils les reçoivent autant, ça je ne peux pas le dire. Oui, certainement, mais j'espère que vous veillez à ce qu'ils reçoivent effectivement quelque chose. Ils les reçoivent. Parce que nombreux se plaignent quand même. Hein. Non, non, il y a un temps où ils se plaignaient parce que, écoutez, quand l'argent entre, on ne va pas commencer à dépenser immédiatement. Il faut établir un canevas de travail. Il fallait qu'on établisse les canevas avant de commencer à sceller. Depuis qu'on a commencé, il n'y a plus de plaintes. D'ailleurs, passer partout même maintenant, ils sont là 24 heures sur 24. Quel est le message que vous lancez à la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en ce moment? Vous vous êtes plaint pendant plusieurs minutes sur ce plateau que le problème se pose dans l'homme lui-même. Quel est le message que vous lancez en ce moment à cet homme est-kassaïen qui regarde cette émission? Je parle de l'homme avec un grand H. Les messages que je lance, je demande à mes compatriotes est-kassaïens. La pandémie coronavirus existe bel et bien. Elle décime le monde. Alors, l'unique façon de se protéger, c'est d'observer les gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, éviter les attroupements, et comme maintenant il est demandé qu'on puisse aussi avoir des masques lorsqu'on se retrouve dans des milieux publics, pour se protéger et protéger aussi les autres. De suivre les consignes et de les observer. C'est pour notre intérêt. Parce que quand moi je voudrais me protéger, c'est par l'amour de mon prochain, je dois aussi vouloir que mon prochain soit aussi protégé. C'est tout ce que nous demandons à nos confrères. Merci Bâtonnier pour ce message relatif à la lutte contre le coronavirus. Nous espérons que la population qui nous regarde à cet instant l'a bien intériorisé. La maladie est là, elle est réelle. C'est vrai que le Kasaï oriental est
par grâce de Dieu, épargnée pour le moment. Mais la République démocratique du Congo a déjà franchi la barre de 1000 cas, c'est-à-dire qu'il y a une propagation vertigineuse dans l'ouest du pays. Nous devons rester prudents et surtout vigilants. Venons-en à la grande thématique de cette émission, Monsieur le bâtonnier. Nous parlons du gouverneur Jean-Moïse Mouteba et de ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête du Kasaï oriental. Les critiques pleuvent. Les associations naissent, les collectifs émergent pour réclamer le départ du gouverneur de la tête de la province parce que soutiennent ses compatriotes, il y a une inaction et que l'horizon est sombre. Quelle est votre première réaction par rapport à toutes ces voix qui s'élèvent aujourd'hui pour réclamer le départ du gouverneur Jean-Moïse Mouteba? Merci. Ce qui m'avait intéressé aussi quand j'ai suivi votre émission, vous avez posé la question à celui qui était là. Vous lui avez posé cette question, même si je ne reprends pas textuellement les termes, vous lui avez dit, est-ce que ce qu'il faut, c'est demander le départ ou apporter des propositions? Voilà, c'est ça ce que l'homme manque. Puisque il faut apporter des propositions, il faut faire des suggestions, il faut, puisque nul n'est complet sur cette terre, nul n'est complet sur cette terre. Alors, chacun a sa grâce, chacun a ses capacités. Apportez les propositions. Vous nous trouverez, puisque vous lui avez posé cette question-là, il n'a pas su répondre correctement qu'il a apporté des propositions. Voilà, ça c'est un. De deux, il faut aussi être honnête. Lorsque on voit quelque chose que quelqu'un a fait, il faut savoir reconnaître. Un jour, j'ai beaucoup apprécié un journaliste de RTDK. Il est descendu sur le site PMKO, là où on construit les 300 maisons préfabriquées. Et je crois qu'il est allé avec une idée, croyant que rien ne s'est fait là-bas. Mais quand il est arrivé, on lui a dit que pour ces maisons ici, les gouvernements provinciaux apportent beaucoup. Il fait transporter, il supporte la charge de ces maisons de Mwenaditu en Mbujimayi. Il supporte la charge des graviers, des ciments, des moellons. Il supporte la charge du sable. Il supporte. Et finalement, il a dit non, il y a de quoi féliciter le gouverneur. Voilà. C'est ça ce que moi je voudrais. Que lorsque on est honnête, on voit que réellement on fait quelque chose, qu'on les reconnaisse. Mais qu'est-ce que nous nous attendons? Même ce qui est visible, les gens ne veulent pas voir que c'est visible. Mais si, rien n'est visible. Oui, je vous donne un cas. D'accord. Je vous donne un cas. La route nationale numéro 1, au niveau de Chibombo, était coupée, totalement coupée. Totalement coupée. Il n'y avait plus de trafic. Le gouverneur de province a chargé l'office de route pour travailler. L'office de route s'est mis à l'œuvre. A même fait une déviation de plus ou moins 6 km. Une déviation. Tout cela, c'était pourquoi? Pour ne pas accepter que la ville que Mbujimayi soit enclavée. Il y a eu des bourbiers, toujours sur la nationale numéro 1, au PK 57, au-delà de Lukalaba, où les véhicules ne savaient plus passer. L'office de route est allé là-bas encore. Plus de à peu près un mois. Recharger les routes, empêcher ces bourbiers. Et tout cela, c'était pour que la province ne soit pas enclavée.
Mais qu'est-ce que les gens veulent de voir, puisque ça s'est fait. Donc, il faut que ça soit seulement en Bujimaï. Monsieur le bâtonnier, Je continue pour Bujimaï. Les gens veulent voir des actes à impact visible. Oui, comme vous le savez, bon. les attentes étaient très grandes Oui. à l'avènement du gouvernement de province Jean-Moïse Mouteba. Évidemment que la population voudrait quand même voir un début du commencement de quelque chose à impact visible. Mais j'y vais. J'y vais. J'y vais. D'accord, nous vous écoutons. Il y a eu sur la route Monseigneur Nkongolo un ravin qui voulait endommager même l'école Mère Ostia. Et le gouverneur de province s'est mis là-bas et aujourd'hui les bâtiments et même les maisons des alentours sont protégés. Ce n'est pas visible. Ou qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit visible? Et puis c'est tout. Je continue. Je continue. Continuez. Alors, toujours dans l'idée, puisque c'est ce qu'on dit que j'avais même suivi qu'aucune initiative. La province, notre province, vous savez quelle est sa taille aujourd'hui? Notre province, y a-t-il des sociétés, y a-t-il des entreprises, y a-t-il des sociétés qui payent les impôts et taxes, qui puissent donner les moyens pour la politique de monsieur le gouverneur de province? Vous savez qu'il n'y en a pas. Il y a l'assassin. Oui, l'assassin à elle seule. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'assassin à elle seule? Donc, toute la charge peut être sur les dos de l'assassin. Il y a les recettes locales, monsieur le bâtonnier. Non, non, j'y vais. Oui, je suis en train. Qui sont collectées à travers les commerces et dans les marchés. Ne nous dites pas quand même que ces fonds ne suffisent pas, ne fût-ce que pour asphalter 1 kilomètre de route pendant une année. Vous savez d'abord, 1 kilomètre de route pendant une année. Vous venez même de dire pendant une année, 1 kilomètre de route. C'est tout ce que la population demande, ne plus qu'1 kilomètre de route, vous savez, pour donner un signal positif. Vous savez d'abord quelles sont les charges de la province. Les charges, d'abord, avec ce que nous pouvons avoir comme recette là, quelles sont les charges de la province? Que les gens s'en rendent compte aussi que... Dites-nous quelles sont ces charges qui font qu'aujourd'hui vous n'investissez pas dans les travaux impacts. Non, non, j'y vais. Ce n'est pas qu'on n'investit pas. Il y a une politique. Monsieur le gouverneur de province a même initié une demande pour qu'il puisse avoir un crédit. Il a fait, après les études de faisabilité, des devis donnés pour, si on doit asphalter une route, combien ça peut coûter. Il a sollicité auprès, comme la loi l'exige, auprès de l'Assemblée provinciale, l'autorisation d'avoir un crédit. Une lettre écrite le 28 novembre 2019 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, je vous l'ai dit. Cette lettre a été rappelée avec devis à l'appui. Puisque quand on a fait... Et que le gouverneur ne serait pas parti pour expliquer de vive voix aux députés comment il va devoir affecter cet argent. Parce qu'évidemment, ce crédit, c'est une dette que la population va rembourser. Les députés... Le devis signifie quoi? Le devis seul ne suffit pas pour autoriser un crédit de plus de 4 millions de dollars, monsieur le bâtonnier. Je ne sais pas si nous sommes dans un pays de droit écrit ou nous sommes dans un pays de l'oralité. Les deux. Les deux, ce qui prime, c'est l'écrit. Surtout en politique, les deux. L'écrit, vous écrivez et puis vous venez défendre. L'écrit prime, l'écrit ne demande pas. Nous devons d'abord recourir à la loi. La loi ne dit pas qu'il faut aller défendre. La loi dit qu'il faut solliciter. Il faut solliciter. Donc, nous devons respecter l'esprit et la lettre de la loi. Il faut solliciter, écrire pour avoir l'autorisation. La loi ne dit pas. Si je savais que cette question allait avoir lieu, j'aurais pu même apporter la loi ici. La loi ne dit pas qu'il faut aller défendre. Non. Il faut écrire. Cette même loi n'oblige pas aux députés nécessairement d'accorder. Non, 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 non. Écoutez, donc c'est dans leur droit de considérer que pour le moment, nous ne pouvons pas autoriser un tel crédit. Oui, je voudrais qu'on revienne. Est-ce que c'est seulement le fait que la province n'a pas obtenu ce crédit qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas
il n'y a pas ces actions à grand éclat, ou bien il y a autre chose? Moi, écoutez-moi, par exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a une ligne budgétaire d'investissement qui doit provenir du gouvernement national. Cela n'est jamais arrivé. Cela n'est jamais arrivé. Ça, c'est un problème de longtemps, hein, monsieur le bâtonnier. Mais c'est ce que nous vous disons. Souvent, même quand les ça ne anciens vient pas, gouverneurs, dans les conférences de gouverneurs, ils réclamaient toujours ces budgets d'investissement. Voilà. Quand ça ne vient pas. Maintenant, comment on peut investir si ce qui est prévu ne vient pas? Avec les recettes locales. Les recettes locales sont insuffisantes, je venais de le dire. C'est insuffisant et même, je dirais même insignifiante. Les recettes locales sont insignifiantes. Est-ce un aveu de faiblesse? Non, alors ça, je ne sais pas comprendre qu'on puisse parler d'aveu de faiblesse, non. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on aille forcer la main au gouvernement central, qu'on fasse, comme nous l'attendons là, dire, allez maintenant commencer à faire des marches là-bas? Non, je crois que nous sommes dans un pays où il y a eu ce que nous avons tous apprécié. Une passation civilisée de pouvoir. Alors nous devons maintenant nous comporter comme des hommes civilisés. S'il faut écrire, on écrit, on attend la réponse. On ne va pas se mettre sur la rue. Non, non, non. On ne peut pas se mettre sur la rue pour dire aujourd'hui, le gouvernement central, vous n'avez pas donné les crédits, les fonds pour les investissements, alors nous allons faire quoi? Donc, on croise les bras, on ne fait rien, on commence ou on vient chanter là-bas. Non, là non. Monsieur le bâtonnier, nous avions vu, quelques mois après l'entrée en fonction du gouverneur de province, nous avons plutôt entendu des échos, toujours dans l'entourage du gouverneur, qu'il aurait été proclamé meilleur gestionnaire par rapport à la transparence, surtout à l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Et que même des bruits avaient couru que le gouverneur, grâce à cette orthodoxie, avait réussi à dégager quelques millions de dollars, à les garder dans la caisse de l'État. Et une année après, aujourd'hui, l'opinion est en droit de se demander où serait passé, si cet argent a vraiment existé, cet argent que le gouverneur, grâce à son orthodoxie, a gardé. Pourquoi n'a-t-il pas investi avec cet argent dans des grands travaux? Aujourd'hui, c'est quand même curieux d'apprendre qu'une année après son élection, que le gouvernement provincial, qui est installé depuis 9 ou 10 mois maintenant, ne soit pas capable de dégager 1 million de dollars pour asphalter un bon kilomètre de route. Vous savez, quand on est en dehors de la maison, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Alors que dans la maison, c'est autre chose. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? L'orthodoxie dans la gestion, elle est là, est réelle. Est réelle. C'est pour dire que il n'y a pas de dépenses fantaisistes. Tout est proclamé et tout est respecté selon les normes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je venais même de le dire tout de suite là. Le gouverneur a trouvé, vous le savez très bien, des dettes. Il fallait commencer par payer les dettes. Et quand on paye les dettes, il faut un temps pour s'organiser afin d'entreprendre ce qu'on devait entreprendre. Et dans l'attente des investissements qui devaient venir. Et ces investissements-là n'arrivent toujours pas. Il y a eu des contacts. Des contacts. Il a pris beaucoup de contacts. Mais il a constaté... Qui n'ont rien donné, les contacts. Non, oui. Qui n'ont rien donné. Pourquoi? Parce que ces gens qui venaient, la plupart sont des gens qui viennent, qui croient que allons là-bas, c'est là où nous pouvons aller puiser. Je prends le cas, vous l'avez vu, ce qui a fait encore beaucoup de bruit ici, la fameuse société Saint-Louis-Begem. Saint-Louis-Begem. Saint-Louis-Begem est venu ici avec beaucoup de fantaisie, faire ce qu'il fallait faire, promettre beaucoup de choses, sans fonds de départ, sans fonds fiables. Alors, ce que Begem voulait, c'est quoi? Avoir tout simplement, prendre l'AMIBA comme appui, prendre l'AMIBA comme carte de visite,
prendre l'AMIBA comme source de revenus pour dire j'ai l'AMIBA. Je ne sais pas si vous comprenez ça. J'ai l'AMIBA. Alors, c'est ce que le gouverneur de province a constaté. Que la plupart des gens qui viennent comme investisseurs, ils n'ont pas un fonds approprié pour l'investissement, mais ils veulent venir puiser seulement dans ce que nous avons ici, piller d'abord ce que nous avons pour prétendre qu'on est en train de, qu'on vient investir. Alors à ce moment-là, et lorsqu'on leur pose tout simplement la question, moi je prends le cas, un qui a écrit je viens pour faire ceci, on dit ok, venez à vos propres frais. Ils ne sont jamais venus. Vous comprenez ça? Alors, pour le moment, je ne sais pas si avec ces mesures d'urgence, avec la pandémie, que les affluences ont cessé, mais moi je comprends que ce n'est pas ça. Ça a cessé parce qu'ils ont compris qu'ils croyaient avoir un terrain facile où ils pouvaient dire de n'importe quoi qu'on allait accepter cela. Autrement, monsieur le bâtonnier, voilà. Ne s'agit-il pas d'un déficit de management dans les chefs d'autorité provinciale, comme le dénonce le collectif souvent le Kasaï oriental? Parce qu'évidemment, un manager a pour mission aussi d'aller chercher les fonds, d'aller chercher les vrais investisseurs. Non, ce n'est pas un déficit. Aller chercher les fonds, aller chercher les investisseurs. Les vrais investisseurs. Les investisseurs, on ne va pas les chercher ailleurs. Les investisseurs s'annoncent. Et à ce moment-là, on les apprécie. Voilà, c'est ça, être un bon manager. C'est celui qui apprécie celui qui vient. Est-ce que cet homme réellement va faire quelque chose? C'est ça, être un bon manager. On n'accepte pas n'importe qui. Hein? Puisque vous le savez, cette affaire ici ne concerne pas seulement la province. Si vous le voyez bien, c'est toute la République. Ça concerne toute la République. Hein? Combien de gens se plaignent pour dire « Ah, on voit le président Félix n'a rien fait ». Les gens disent ça. Certaines personnes disent ça. Mais on se rend quand même compte que lui particulièrement, il a osé entreprendre des grands travaux sans un gouvernement valide. Et du coup, lorsqu'on fait cette comparaison entre les initiatives au niveau national et localement, il y a lieu de se poser des questions sur... Mais je venais de vous dire, vouloir solliciter un crédit et avec un devis, nous voulons travailler sur telle avenue, est-ce que là, ça signifie quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on voudrait... Voilà. L'esprit d'initiative. C'est ça l'esprit d'initiative. C'est ça l'esprit d'initiative. Oui, oui. Alors, je voudrais qu'on regarde une image, entre autres, une des initiatives du gouverneur. La deuxième image, je crois que la réalisation va nous la balancer. Le gouverneur de province nous a amené beaucoup d'investisseurs. En tout cas, lui-même les a présentés à la population. À un moment même, il a présenté certains investisseurs comme ceux qui étaient venus terminer tous nos problèmes. Nous nous rappelons notamment du légendaire discours dans la cour du gouvernorat de province, les jours que le gouverneur annonçait que nous allons manger 4 fois, grâce justement à des investisseurs qui devaient venir installer des usines de transformation du maïs ici localement. Nous nous rendons bien compte que 7 mois après, aucun investisseur n'a véritablement investi au Kasaï oriental. Permettez-moi cette utilisation des mots. Je voudrais, Jean Bosco, que nous regardions cette vidéo. C'est une courte vidéo et nous revenons rapidement sur ce plateau. Je vous présente AVIC International. C'est une compagnie qui est là pour essayer de favoriser la province, pour que nous puissions travailler main dans la main avec le gouverneur et apporter le progrès dans la province. Merci. AVIC International. AVIC International qui dit de la société wabu. Nous ne pas la change. Qui va dire fumanda na bu bo muto yuchika. Va accompagner les gouverneurs à refaire les routes, à refaire les hôpitaux, à construire de nouveaux sites de gouvernement décentralisé, à construire une nouvelle gouvernement.
l'agriculture, il y a un problème de maïs. Maintenant, le gouverneur est venu avec AVIC. Dans 3-4 mois, on aura la solution et le maïs. Merci Jean Bosco pour cette image et merci à toute la réalisation. Ça c'est un échantillon, monsieur le bâtonnier, Oui. des nombreux investisseurs que le gouverneur lui-même a présenté à la population du Kasaï oriental. Oui. Et là vous entendez quand même des promesses avec à côté l'autorité provinciale. Dans 4 mois, il devait nous construire des routes, des hôpitaux, un nouveau gouvernorat. Monsieur le bâtonnier d'Irkaba du gouverneur Jean-Moïse Mouteba, où sont nos routes, où sont nos hôpitaux, où est le gouvernorat? Où sont nos champs promis par tous ces investisseurs? Oui, les investisseurs sont venus, vous les avez suivis, ils ont promis. Et ils n'avaient pas dit qu'ils commençaient aujourd'hui. Ils ont un délai de 4 mois. Ils Dans devaient 4 mois, on partir, devait revenir. Et manger. c'était à quelle date? C'était en 2019. C'était à quelle date? En 2019, à quelle date? Fin 2019. Fin 2019. Dernier trimestre 2019. Pour être plus précis. Vous venez de bien parler. Fin 2019. Après les 4 mois qu'ils devaient revenir pour travailler, il y a eu ce qu'il y a eu ici comme pandémie. Est-ce qu'ils sont arrivés? Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a qui devaient venir, mais qui sont bloqués par cette pandémie qui ravage le monde. Nous n'avons pas que ça. Même les pouvoirs centraux qui devaient s'occuper de l'agriculture, le ministère national de l'agriculture, il y a des engins qui traînent à Lubumbashi. Il y a même un site déjà apprêté pour le travail. Mais avec ce qui est arrivé maintenant, tout est bloqué. Donc, vous comprenez que c'est moi je dirais, un concours malheureux de circonstances. Ou plutôt un bouc émissaire. Non, pas un bouc émissaire. Je parle d'un concours malheureux de circonstances. Alors qu'on attendait les gens, au moment où ils devaient venir, il y a eu ce qui est arrivé ici. Donc après coronavirus, nous pouvons espérer que nos investisseurs viennent et surtout nous donnent du maïs. Nous avons quand même envie de manger 4 fois par jour. C'est la principale promesse de campagne du gouverneur Jean-Moïse Mouteba. Nous devons manger à notre faim, surtout 4 fois par jour. Mais vous savez, nous voulons manger déjà même 2-3 fois. Vous savez tous les bruits que nous faisons ici. Oui. C'est parce que nous ne savons pas manger. Quand nous aurons à manger convenablement, le bruit va cesser. Mais donner à manger oui, à la mais c'est population. ce que nous disons. À manger, ce n'est pas qu'on va distribuer à chacun à manger, non. Il faut qu'on travaille pour avoir à manger. Pour avoir à manger, il faut travailler. Et pour travailler, il faut qu'il y ait des investisseurs. Des investisseurs, il faut qu'on ait l'agriculture mécanisée. Tout cela est déjà apprêté pour le faire. Ah bon? Mais c'est ce qui arrive ici qui nous complique. D'accord, nous avons retenu, la population a retenu, c'est le coronavirus qui a ralenti la réalisation de tous ces grands projets. Oui, puisque moi donc, d'ici, après la levée des mesures de restriction de liberté et confinement, nous allons, 2-3 mois après, vous inviter pour faire un état des lieux. Et ce qu'il faut aussi retenir, avant de m'inviter, ce qu'il faut aussi retenir, actuellement, le monde est en difficulté. Même eux, là aussi, à ce moment, ils sont en difficulté. Vous avez trouvé une belle raison. Non, pas une belle raison. Pour moi, une année 2020 comme ça, non, et dire à la population que le coronavirus a tout dérangé. Non, on ne va pas passer l'année 2020 comme ça. Je vous dis non. Non et non, il y aura, vous allez voir ce qui va arriver en 2020 ici, sur notre province ici, dans notre province ici. Mais il va arriver quoi, monsieur le bâtonnier? Ce que les gens cherchent là. Ce que le gouverneur dénonçait quand il venait de prendre le pouvoir, des petites interventions sur les avenues, c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, on est en train de boucher les nids des poules. C'est ce que nous allons voir en 2020. Non, écoutez, ce que les gens aussi doivent savoir, il y a ce qui est à la charge du gouvernement central et ce qui est à la charge du gouvernement provincial. N'oubliez pas que sur cette province, le gouvernement central avait déjà pris 27 kilomètres déjà prévus qui devaient à être l'époque travaillés. Du Premier ministre Matata Pogno, 27 et kilomètres qui n'ont jamais été travaillés. Qui n'ont jamais été travaillés et qui doivent être travaillés. Puisque c'est déjà proclamé, il faut que ça se fasse.
C'est déjà proclamé. Et si ça ne se fait pas, la province croise les bras, La province ne croise pas attend les que les tissus Non. écologiques se détériorent, Non. comme c'est le cas maintenant. Non, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. La province ne croise pas les bras. La province a ce qu'elle va faire aussi. Et elle va le faire. Ça, soyez-en sûrs, elle va le faire. Nous prenons bonne note, hein, Oui. parce que les jours passent vite. Ouais, Nous allons en faire effet. le compte En d'ici effet. quelques Mais mois, ce que je venais de- priant justement oui, oui. que le coronavirus Ce que passe vite. je venais de dire ici, Oui. je crois que vous suivez tout ce qui se dit à travers le monde, qu'avec cette pandémie, même les finances de tous les pays sont perturbées. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Alors, ça ne sera pas que nous n'avons pas souhaité qu'il y ait coronavirus pour qu'on trouve une raison. Non. Non. Hein? C'est un fait qui est arrivé, qui a surpris tout le monde entier est surpris par ce phénomène de la pandémie. Et tout est perturbé. C'est pour dire que ce qu'on pouvait attendre aujourd'hui, on ne saura plus l'attendre aujourd'hui. Il faut encore un temps pour que cela arrive. Parce que, vous savez que même dans les budgets, que ce soit les budgets provinciaux ou les budgets nationaux, il y a eu beaucoup de perturbations maintenant. Les gens doivent s'en rendre compte. Chez le bâtonnier, où se trouve le véhicule de la province, qui a été remis à la télévision au gouverneur par le directeur de cabinet de la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, à cause de ce véhicule, il y a ces structures de la société civile qui dénoncent un détournement. Parce que sur le plan grammatical, le détournement, c'est une affectation d'un bien qui a été alloué à autre chose, vous l'affectez à une autre attache. C'est un détournement. Où se trouve notre véhicule du Kasaï oriental? Votre véhicule, comme vous dites votre véhicule, moi ça me le véhicule de la province, parce qu'évidemment, il est mentionné dessus Kasaï oriental. Le véhicule qui avait été remis pour la mobilité des gouverneurs et l'itinérance dans leur province. Votre véhicule se trouve à Kinshasa. Pourquoi à Kinshasa? Vous savez que régulièrement, les gouverneurs de province se retrouvaient à Kinshasa et quand il y va, s'il y va pour 5 jours, il arrive là-bas, ça ne sera plus 5 jours, on continue, il y a atelier, il y a ceci, et il pouvait se retrouver là pendant 2 semaines, 3 semaines, tout en étant à Kinshasa. Comment il va circuler à Kinshasa? C'est un ancien homme d'affaires qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de véhicules à Kinshasa. Vous dites très bien. On suppose qu'il a beaucoup de véhicules. Vous dites très bien. Un ancien homme d'affaires. Maintenant, quand il va à Kinshasa, ce n'est pas dans ses affaires. Puisque quand il était dans ses affaires, il ne prenait pas les véhicules de la province. Maintenant, quand il va là-bas, il y va en tant qu'autorité provinciale. Et vous savez qu'il n'a jamais effectué un voyage privé. Toutes les fois qu'il sera à Kinshasa, j'y vais. Toutes les fois qu'il sera à Kinshasa, il sera sur invitation de l'autorité, de sa hiérarchie. Alors, quand il arrive, il va circuler avec ces véhicules-là. Mais cela ne pose aucun problème. Les gens croient que, d'abord, il y a beaucoup de bruit qui court. Tantôt, il y en a qui disent qu'il l'aurait donné à la famille, à sa hiérarchie politique ou à la famille du président de la République. Finalement, on se rend compte que la population voudrait voir ces véhicules-là parce qu'évidemment, le gouverneur s'est érigé en une posture de transparence, de quelqu'un qui aime la droiture, qui aime que des choses se fassent de manière telle que prévue par les lois de la République. Ces véhicules avaient été remis au gouverneur pour leur permettre de faire des itinérances à travers leurs entités. Et le nôtre, comment peut-il aujourd'hui être gardé à Kinshasa pour, dites-vous, servir aux courses du gouverneur à Kinshasa? Mais s'il y a un véhicule ici qui est adapté à cette itinérance-là, quel problème y a-t-il? Puisque ce bien-là est là, un bien public, ce n'est pas un bien privé. Hein? Ce n'est pas un bien privé, c'est un bien public. C'est connu qu'il est là, le véhicule est là. Pouvons-nous espérer qu'après son mandat, il va ramener ces véhicules pour que son successeur puisse l'utiliser au Kasaï oriental? Même pas après son mandat. Même pas après son mandat, puisque les gens croient qu'il a détourné. Il n'a pas détourné, il garde le véhicule parce qu'il sera régulièrement à Kinshasa.
Mais l'un ou l'autre jour, s'il dit que voilà, comme ce bruit la court, que les véhicules viennent ici, les véhicules vont arriver. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission, monsieur le bâtonnier. Il y a un autre grief qui a été mis à la charge du gouverneur de province. C'est une sorte de climat de terreur qui sévit au Kasaï oriental depuis son avènement comme gouverneur de province. On a vu quelques mois seulement après son installation et des critiques qui surgissaient dans les milieux des politiques à son encontre. On a vu un groupe de gens agresser quand même certains compatriotes pour leurs opinions. Nous en avons pour preuve Rocher Pharma sur Boulevard. Il avait failli perdre son commerce et certains compatriotes qui avaient failli être lynchés. Et tout dernièrement, il y a des compatriotes qui dénoncent une sorte de chasse à l'homme mise en place par, entre guillemets, une milice qui soutient le gouverneur Jean-Marie Mouteba dans un pays qui se veut démocratique. Ne vivons-nous pas aux antipodes de l'idéologie du président Félix Tshisekedi? Je crois que ça aurait été mieux que celui-là qui est victime, qu'il puisse, puisque nous sommes dans un état de droit, qu'il puisse voir qui l'a agressé, la justice est là, qu'il aille à la justice, et pour que celui-là, si quelqu'un va dire, moi, je viens de Maouéja Mouteba. Non, non. Monsieur le bâtonnier, votre schéma est trop facile. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui vous agresse, vous tombez dans une embuscade, il va se laisser attraper pour aller témoigner? Mais la police, la justice est là pourquoi? Les investigations sont là pourquoi? Hein? Donc, mais quand on parvient à dire, voilà, à attraper les gens qui ont volé, qui ont commis ceci, qui ont commis cela, c'est à partir de quoi? Il y a la technique, même dans l'interrogatoire. On peut poser une même question 2-3 fois à quelqu'un, et si c'est un homme chapitré, il finira par sortir la vérité. Et donc, moi, je vous dis ceci. Le gouverneur Maouéja n'a pas de milice. Je le dis en tant que son collaborateur direct. Il n'a pas de milice. Il n'a pas de 100%. Il n'a pas de 100%. Mais qui agresse les concitoyens? En ces derniers temps, il y a quand même des remous sur la ville. Hein. Il y a beaucoup de plaintes d'agression. On a agressé qui d'abord? Puisqu'il ne faut pas me dire tout simplement qu'il y a des remous. Moi, je peux vous citer un membre du collectif Sauvons le Kasaï oriental, Léon Kabengele, oui, qui a été agressé au sortir d'une émission non loin de la Poste. Il y a les journalistes de la FDM qui ont dénoncé une agression au pont, des gens se réclamant pro-gouverneur. Nous sommes presque à la fin de l'émission, monsieur le bâtonnier. Résumez-vous. Je me résume. Au Kasaï oriental, sommes-nous réellement dans une démocratie où la terreur gagne-t-elle du terrain? Ici, il n'y a pas de terreur. D'ailleurs, le gouverneur de province, c'est un démocrate parce qu'il a été à côté du Sphinx pendant plusieurs années. Et c'est l'homme qui respecte les droits de l'homme. Il n'est pas assimilé, il n'est pas ni de loin ni de près dans tout ce qui se dit là. C'est pour cela que je dis, celui-là qui se dit être agressé, dis-moi, il a vu celui qui l'a agressé, qu'il se plaigne. Et s'il verra même le gouverneur se rendre là pour dire, voilà, laissez celui-ci, il ne faut pas arrêter. Non. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il a milité pour que ces gens-là soient relâchés? Et puis, quand vous parlez des journalistes... De nos confrères, vous avez même mis notre confrère en prison. Hein, nous avons mis. Vous, le gouvernement provincial, parce qu'il lui a été reproché d'avoir outragé le gouverneur de province. Est-ce que vous savez qu'il y a séparation de pouvoir? Ça, on le sait. Il y a la justice qui fait ce qu'elle fait et la politique qui fait les politiques qui fait ce qu'il fait. Vous le savez, oui ou non? Donc vous demandez que vous n'êtes pas impliqué dans la dernière arrestation. Mais moi, je l'ai dit. Faustin Biya, confrère de FDM. Je l'ai dit que ni de loin ni de près. Je l'ai dit. Ni de loin ni de près. Hein? Vous savez que... Mais comment pour non-respect des mesures de distanciation sociale, le confrère a passé 4 ou 5 nuits en détention et qu'il lui a été signifié non seulement qu'il était poursuivi pour cela, mais aussi pour outrage au gouverneur et pour atteinte à la sûreté de l'État et propagation des faux bruits? C'est vous qui me le dites. Puisque moi, je n'ai vous le ni de loin ni de près. Voilà.
C'est là, c'est vous qui me le dites. Vous n'êtes pas informé qu'il était poursuivi pour propagation des faux bruits. Je dis bien que c'est vous qui me le dites. Donc, le gouverneur n'organise-t-il pas une chasse à l'homme contre les journalistes? Je dis carrément non et je le répète. Et c'est pour cela que je suis venu ici chez vous. Monsieur le bâtonnier, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous pouvez vous résumer en une minute, qu'est-ce que la population du Kassai oriental doit attendre du reste du mandat de Jean Moïse Mouteba? Je prends un exemple très simple, le champ de maïs. On ne cultive pas le même jour, on ne sème pas le même jour, on ne récolte pas le même jour. Il y a toujours un temps. Il y a un temps pour cultiver, un temps pour s'aimer, un temps pour que les semences poussent, un temps pour que ça mûrisse, un temps pour qu'on récolte et un temps pour qu'on mange. Suivons ces rythmes-là et nous aurons à manger. Nous allons récolter et manger en 2022. Le temps de Je ne parle semer. pas de 2022, puisque nous ne sommes qu'en 2020. C'est pour cela que j'ai fait un saut de 2 ans. Non, il ne faut pas aller là. Si nous prenons votre parabole, c'est que Non. le temps de s'aimer, de sarcler, le temps que... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Donc, il faut attendre 2022-2023 pour Je voir n'ai les pas parlé, premiers je fruits n'ai pas parlé de Jean Moïse Mouteba. Non. D'ailleurs, tout à l'heure, là, nous nous sommes dit, c'est seulement cette année, nous allons voir ce que nous allons voir. Voilà. Tant que nous sommes en vie, nous vivrons et nous verrons. Bâtonnier Baudouin Tchioni, vous êtes directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province en charge de matières techniques, administratives, mais également des questions coutumières. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de Tête à Tête et espérons prochainement, après le coronavirus, vous avoir pour faire l'état des lieux de toutes ces promesses et ces annonces qui ont été faites par l'autorité et la confirmation que vous venez de nous faire sur ce plateau. Et c'est vous, à vous, que je dis merci et vous demande, en tant que journaliste, de faire comme vous venez de faire ici, revenir, aller à la source pour avoir la bonne information au lieu de propager du n'importe quoi. Et aussi, vous avez la charge d'éduquer la population. Si vous le faites, vous nous rendrez un grand service. Parce que cette affaire ne concerne pas la gestion de la chose publique. Ce n'est pas seulement le gouverneur de province, mais c'est tout le monde et vous, journalistes. Merci. Qui êtes un quatrième pouvoir. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci à Jean Bosco Ngoy qui a réalisé Tête à Tête et à Milton Ngwaka qui a servi à la prise de vue. Merci aussi à Isaac Ankole qui a participé à cette grande équipe technique. Merci surtout à vous, téléspectateurs, qui nous avez regardés. Retrouvez cette émission en rediffusion lundi 21h30 et ceux qui à l'instant sont disséminés partout à travers le monde. Dans les heures qui suivent, vous aurez votre émission sur votre chaîne YouTube Arsène Mpunga Official TV. Allez vous abonner. Au revoir et à la prochaine. Merci.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette émission tête à tête. Toute la grande équipe est en place pour ce magazine de talk, d'échange sur les questions socio-politiques. Comme vous le savez, l'actualité est dominée au pays par la première nuit en prison de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été transféré en prison dans la soirée de mercredi après une audition de plus de 6 heures au parquet général de Matete où il était entendu sur la gestion du programme de 100 jours. Les procureurs a jugé que vu certaines incohérences et des éléments qui n'ont pas été clarifiés, Vital Kamerhe, président national de l'UNC, parti allié à l'UDPS dans un cache, doit rester en prison en attendant la poursuite de l'instruction du dossier. C'est la grande actualité ici en République démocratique du Congo parce que c'est une première. Et nous parlons de ce sujet important depuis déjà plusieurs heures avec vous téléspectateurs qui avez interagi en grand nombre sur notre page Facebook Arsène Punga officiel, à peu près 50 commentaires, des questions que vous avez adressées à notre invité qui est déjà sur ce plateau. Et j'ai le réel plaisir de le recevoir, professeur Lazare Chipinda. Bonsoir. Bonsoir Arsène. Alors vous êtes politologue, enseignant à l'université officielle d'Ambujimaï. Un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, merci beaucoup. Alors, nous avons pris habitude de poser cette question, elle paraît banale, mais avec le temps qui court, on ne sait jamais. Professeur, est-ce que vous allez bien en cette période où le monde fait face au coronavirus? Être bien, c'est maintenant relatif. Très confiné, comme tous les autres. Ben, on essaye de vivre à la manière de l'état d'urgence. Alors, déjà que vous êtes sur ce plateau, c'est quand même un signe que vous allez bien.